Et si on parlait de sport, une émission produite et réalisée par LG Consultant et animée par Laurent Garnier. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette 96e émission de Et si on parlait de sport. Ravi de partager avec vous notre passion pour le sport et surtout de donner la parole à ceux qui le font vivre. Merci à nos partenaires LG Consultant, Semper Connect, l'agence Bellombra et Dialogue Sport qui nous accompagnent pour la réalisation de ces émissions. Pour cette 96e émission, nous avons le plaisir d'accueillir Céline Archambault, responsable technique du comité régional Occitanie de Twirling Bâton, avec José Rodriguez qui lui est chargé de la communication, Laurine et Victoria Rodriguez qui sont elles coach du club Trèbes l'Occitane Twirling, Jessica Chavannes, championne du monde de jet ski, coach mental et formatrice en performance, et Laurent Tarin, président de la Ligue Occitanie du sport en entreprise. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre bien sûr pour cette émission. Au programme de cette semaine, nos premières mi-temps, nous vous emmenons à la découverte d'un sport spectaculaire qui mène l'adresse, souplesse et expression artistique, le twirling bâton. Né aux États-Unis dans les années 1940, ce sport puise ses racines dans les traditions guerrières et rituels de différentes cultures. Il associe maniement technique du bâton, danse et gymnastique pour offrir des performances importantes. En solo, en duo ou en équipe, les athlètes enchaînent figures et acrobaties sur des chorégraphies millimétrées. Avec 3 millions de pratiquants à travers le monde et un engouement particulier au Japon et en France, le twirling bâton est bien plus qu'un sport, c'est un véritable spectacle. D'ailleurs, saviez-vous que la France est vice-championne du monde et championne d'Europe dans cette discipline ? Alors accrochez-vous, nous entrons dans l'univers passionnant et fascinant du twirling bâton. En deuxième mi-temps, nous plongerons dans l'univers du jet ski de haut niveau, une discipline exigeante où vitesse, technique et endurance font la différence. Et pour en parler, qui de mieux que Jessica Chavannes ? Passionnée depuis ses 19 ans, elle a tout quitté pour vivre son rêve. D'abord monitrice, elle se bat pour accéder à la compétition malgré le manque de moyens. C'est en 2018 que tout s'accélère. Avec l'appui de partenaires, elle intègre le circuit mondial et enchaîne les performances. Championne du monde UIM de Aquabike 2023. Vice-championne du monde 2022 et 2024 en ski GP1 Ladies, Jessica est aujourd'hui une référence dans son sport. Engagée sur et en dehors de l'eau, elle préside l'association Dreamjet 99 et contribue au développement du jet ski au sein de la Fédération française de motonautique. Jessica Chavannes est avec nous pour nous en parler de son parcours et de cette discipline spectaculaire. Et pour conclure notre chronique de la semaine, nous parlerons de sport en entreprise avec un projet innovant, les samedis sportifs de l'entreprise, un circuit unique de 6 étapes pour permettre aux dirigeants et salariés de se challenger dans une ambiance conviviale et dynamique. Pickball, basket 3-3, aviron, pétanque, autant de disciplines accessibles à tous dans des lieux variés et adaptés. Pour en parler, nous recevons Laurent Tarin, président de la Ligue Occitanie de sport en entreprise. Et c'est parti. Mais avant de donner le coup d'envoi de cette 96e émission, place à l'avant-match avec les résultats de la semaine. Et si on parlait de sport avant-match? Et oui, vos principaux résultats sportifs de la semaine on va démarrer par l'athlétisme. Il y avait le Grand Slam Trek à Kingston, Jamaïque. Le hurdler français Sacha Zoya a été le plus rapide sur 100 mètres lors de la 3e journée dimanche. Il remporte le classement général de l'épreuve haute haie de ce nouveau circuit de meeting entièrement dédié à la course et richement doté. La légende américaine du sprint, Michael Johnson, veut tout simplement révolutionner l'athlétisme et on suivra ses compétitions tout au long de l'année. Il y avait aussi du triathlon avec le Super Tri-E à Londres. Principale prétendante à la victoire, Cassandre Beaugrand, notre championne olympique, n'a pas déçu. La Française a survolé le Super E de Londres, championnat du monde de triathlon en salle, et oui, ça existe. Elle s'est imposée tranquillement avec 34 secondes d'avance sur la tenante du titre, la Britannique Beth Potter. En tennis, il y avait aussi une nouveauté, ce qu'on appelle le Bastide Medical Ultimate Tennis Showdown, UTS de Nîmes, si vous voulez bien. Le Norvégien Casper Ruud s'impose 3 points à 1 en finale. Le spécialiste de la terre battue l'emporte face au surprenant Tchèque Tomáš Mašák, que l'on n'attendait pas en finale. L'UTS est un circuit alternatif lancé par Patrick Mouratoglou. Chaque match se joue en 4 quarts-temps de 8 minutes. En cas d'égalité, place à la mort subite, un duel où le premier à marquer
2 points consécutifs l'emporte. C'est à suivre, c'est une nouveauté dans le tennis. En équitation, finale de la Coupe du Monde de saut d'obstacle à Bâle en Suisse, le Français Julien Epaillard sur Donatello Doge a remporté la Coupe du Monde de saut d'obstacle dimanche. Il a devancé le Britannique Ben Maher sur Point Break et le Français Kevin Staho sur Visconti de Telman. Il devient le second Français vainqueur après Bruno Bruxo en 2004. Il y avait du cyclisme aussi ce week-end avec la fameuse route Adélie. C'est le Norvégien Stian Vredheim sur Uno qui donc court dans l'écurie Uno X qui a devancé les Français Paul Penhaut et Émilien Janière au sprint à l'arrivée de la route Adélie disputée en Bretagne vendredi. Le fameux Tour des Flandres aussi qui s'est déroulé ce week-end, c'était le fameux Slovène Tadej Pogačar qui l'emporte son 8e monument en s'imposant en solitaire devant Mats Pedersen, Van der Poel et Wout van Aert après une lutte sans merci dans le final. 16e, Aurélien Paré-Peintre est le premier Français du jour à 2 minutes 19 de Pogačar, juste devant son coéquipier Valentin Madouas qui lui est 17e. Du ski alpinisme, oui, c'est un peu la fin de la saison, mais quand même, le ski alpiniste Coupe du Monde à Villars-sur-Olson en Suisse, avec une victoire de notre Française Émilie Harrop qui remporte vendredi le sprint. Il s'agit de sa 6e victoire en Coupe du Monde sur ce format qui figure, je vous le précise, au programme des prochains Jeux Olympiques de Milan-Cortina 2026. Côté des hommes, c'est Timo Anselmet qui lui aussi a remporté ce sprint. Hockey sur glace, homme en championnat de France Division 2, demi-finale. Le 3e tour avec le match 2, c'est Montpellier qui s'impose face à Reims, 7-3. On passe au basket féminin avec l'Eurocoupe et une victoire française. Finale retour, vainqueur du club espagnol de Ferrol mercredi lors de la finale retour 84-70. Le champion de France en titre, Villeneuve d'Ascq, a décroché son 2e trophée européen 10 ans après celui de 2015. En France, maintenant, Boulangère Vanderlag, 22e journée. Villeneuve d'Ascq, toujours, s'est incliné sur son terrain face à l'ATES Montpellier, 59-73. National féminin 2, 22e journée, victoire de Toulouse face à la Tronche Mélan, 73-64. En basket homme, Euroleague, 33e journée, le Panathinaikos a pris le dessus sur Monaco, 76-88 jeudi. Paris a craqué dans le Money Time 104-105, finalement coiffé au poteau par le Real de Madrid. L'Asveld, donc Villeurbanne, est complètement passé à côté de son match de son côté sur le parquet de Vitoria en Espagne vendredi 111-75. Il y avait aussi de la Nationale 1 phase 2. Besançon s'est imposé sur son terrain face au Stade Toulousain 87-68. Voilà pour le basket. On passe au handball maintenant avec les hommes. Il y avait la Ligue des Champions, 8e de finale. Après avoir remporté son match aller d'un but sur le sol hongrois 30-31, le Paris Saint-Germain a été largement battu à Szeged 25-35 à domicile lors du match retour. En Ligue européenne, 8e de finale, lourdement battu à l'aller une semaine plus tôt, les 2 clubs français engagés en 8e de finale ont vécu des destins contraires. Mardi, le SI Limoges a remonté 7 buts de retard contre les Suisses de Kriens-Lucerne, 36-28 contre 29-36 à l'aller. La marche était trop haute pour Toulouse face à Porto, 30-28 contre 28-35 au retour. Il y avait aussi de la Ligue Liqui Molig Star League, 22e journée. Les Montpellierins se sont imposés face à Saint-Raphaël, 30-28. Cesson-Rennes et Nîmes ont fait match nul 26-26. Quand Nantes a eu, lui, le dernier mot face à Toulouse, 34-29. Voilà pour les hommes. On passe au handball féminin avec la Coupe de France, c'était les demi-finales. Et les Lionnes de Paris 92 ont difficilement dominé Toulon vendredi à Issy-les-Moulineaux, 26-24. Elles disputeront la 4e finale de leur histoire après celle de 2014, 2017 et 2023. Metz s'est qualifié pour la finale de la Coupe de France de son côté samedi après sa victoire maîtrisée contre son rival brestois 35-31. On passe maintenant à la nationale féminine en 18e journée. C'est la victoire de Toulouse à l'extérieur devant Nantes, 27-20. Changement de ballon et changement de terrain avec le volley féminin. En Saforel Power 6 quart de finale, Venel s'est imposé devant Béziers 3-7-1. Chez les hommes, Marc Marat Spike Lag, quart de finale. Match 1 de ces quarts de finale avec la victoire inattendue de Cannes sur le parquet de Montpellier, leader de la saison, 3-7-0. Et le match très serré entre Chaumont et Toulouse qui a tourné en faveur du premier à l'issue d'un tie-break très disputé, 3-7-2. Football maintenant avec les féminines qui étaient en Ligue des Nations. L'équipe de France poursuit son sans faute en Ligue des Nations et elle s'est imposée en Suisse 2-0 vendredi à Saint-Gall. Chez les hommes, en Coupe de France, demi-finale, Dunkerque qui menait 2-0 après 27 minutes de jeu
n'a pas pu créer l'exploit contre le Paris Saint-Germain qui a retourné la situation 4 buts à 2 et s'offre une 21e finale de Coupe de France. Le Stade de Reims a mis fin à l'épopée de l'AS Cannes en Coupe de France en s'imposant 2-1. Les Champenois solides et réalistes rejoignent le PSG en finale. En Ligue 1 maintenant, 28e journée, après 3 défaites d'affilée et une semaine tendue, Marseille s'est libéré en dominant Toulouse 3 buts à 2 dimanche. Le Havre sort de la zone rouge grâce à son succès à Montpellier 2-0 qui lui est plus proche que jamais de la relégation. Il y avait de la Ligue 2 aussi, 28e journée. Dans le stade Paul Lignon à guichet fermé, Rodez s'est adjudé le gain de ce match pour le maintien devant Martigues 1-0. Rugby à 7 avec le 7 Series à Singapour. Au rendez-vous des mi-finales pour la 5e fois en 6 tournois sur le circuit mondial de rugby à 7, l'équipe de France féminine s'est lourdement inclinée contre la Nouvelle-Zélande dimanche 40-14. Comme à Hong Kong, elle est restée au pied du podium dimanche, largement dominée par le Canada 21-5 en petite finale. Chez les hommes, par contre, l'équipe de France masculine a été éliminée dès les phases de groupe. Mais ces deux équipes-là se retrouveront pour la phase finale qui aura lieu à Los Angeles. Rugby à 13, la Cup vendredi, les Dragons catalans ont dominé Salford 20-12 et se qualifient pour les demi-finales de la Cup pour la première fois depuis 2018. On passe bien sûr au rugby à 15, si vous l'avez suivi, c'était les Coupes d'Europe, la Coupe des Champions, 8e de finale, largement battue en Angleterre par Northampton 46-24. Clermont a été éliminé de la Coupe des Champions. Toulon, lui, s'est qualifié pour les quarts de finale après avoir renversé les Saracens 72-42 dans un match débridé à 16 essais et plus de 110 points. Le Castres Olympique, qui n'avait pas joué un match de phase finale de Coupe de Champions depuis 23 ans, disputera les quarts de finale grâce à une victoire à la dernière seconde face à Trévise 39-37. Incapable de gagner un match depuis janvier, les Rochelais sont tombés à domicile face au Munster 24-25 samedi et sont éliminés. Bordeaux-Bègles a dominé par contre l'Ulster pour décrocher sa qualification 43-31. Mené à la pause par Sales, le Stade Toulousain s'est libéré en deuxième période pour décrocher sa place en quart de finale 38-15 dimanche. Il y avait aussi de la Challenge Cup avec les huitièmes de finale et c'est Lyon qui s'est facilement défait des Sharks de Durban 34-21. L'Aviron bayonnais qui recevait les Sud-Africains des Bulls s'est incliné logiquement 22-32 malgré 3 essais inscrits. Montpellier s'est effondré à domicile contre Gloucester 17-24 samedi et sort de la compétition. Au terme d'une rencontre intense et incertaine entre les deux équipes françaises, le Racing 92 a battu Perpignan sur sa pelouse 24-18. Et on passe du rugby à la Formule 1. C'était le Grand Prix du Japon à Suzuka. Parti en pole position, Max Verstappen a su résister aux deux McLaren pour propulser sa Red Bull vers une quatrième victoire consécutive au Grand Prix du Japon. Il devance Lando Norris et Oscar Piastri dans cet ordre. Le jeune Français Isaac Hadjar sur la Racing Bull, 8e, a marqué ses premiers points. Voilà ce que vous pouvez vous dire sur les résultats de la semaine. Et maintenant, place à la première mi-temps de cette émission. Et si on parlait de sport avec nos invités, Céline Archambault, Laurine Rodriguez et Victoria Rodriguez, ainsi que José Rodriguez. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Et voilà, retour dans l'émission. Et si on parlait de sport, dans cette première mi-temps, nous allons découvrir une discipline spectaculaire qui allie technicité, grâce et dynamisme, le twirling bâton. Et pour en parler, nous sommes ravis d'accueillir Céline Archambault, qui est responsable technique du comité régional Occitanie de twirling bâton, avec José Rodriguez, qui lui est chargé de la communication, et Laurine et Victoria Rodriguez, qui sont, elles, coach du club de Trèbes, l'Occitane Twirling. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue bien sûr, très content d'accueillir le twirling bâton. Ça fait un petit bout de temps qu'on essaie de vous avoir, on est content de vous avoir capturé aujourd'hui. Alors avant de commencer, on va vous demander chacune de vous présenter et un petit peu nous dire quelques mots sur votre parcours personnel et sportif. On va commencer, allez, par Laurine. Un petit mot, bonjour Laurine. Bonjour, je m'appelle Laurine, je suis coach de twirling au sein du club de l'Occitane Twirling à Trèbes. J'ai commencé le twirling à l'âge de 5 ans, j'en ai pratiqué pendant environ 13 ans et là je suis coach uniquement. On nous parlera tout à l'heure de ce que c'est qu'un coach. À côté de toi, il y a Victoria, donc. Bonjour. La frangine, si j'ai bien compris. C'est ça. Voilà. Je m'appelle Victoria, je suis également coach au sein du club l'Occitane Twirling de Trèbes. J'ai commencé le twirling bateau en 2009 et on a ouvert le club en 2018. D'accord, donc coach aussi comme la sœur. Céline. Bonjour. Donc moi c'est Céline, je suis responsable technique de la Ligue Occitanie, comité régional Occitanie.
Et je suis aussi coach dans mon propre club de Gimont dans le Gers. Dans le Gers, donc on a vraiment une répartition. On va donner la parole aussi à José qui va un tout petit peu intervenir. Lui s'occupe de la communication, d'après ce que j'ai compris. Oui, bonjour, je suis José Rodriguez, le chargé de communication de la Ligue Occitanie. Je suis aussi dirigeant de club depuis plus de 20 ans maintenant, sur plusieurs régions et depuis 5 ans à Trèbes. Donc on reviendra un petit peu sur tous ces parcours. On va débuter sur la question première et je vais m'adresser d'abord à Céline sur la première question, c'est quoi le tirling bâton et qu'est-ce qui le rend unique en fait? Alors je l'ai dit tout à l'heure, mais je sais que ça va pas faire réagir, mais c'est comme les majorettes? Alors pas du tout. Seulement le bâton qui est comme les majorettes. Après ça n'a rien à voir. Donc je vais vous expliquer un petit peu. Donc c'est un sport artistique complet parce qu'il y a plusieurs qualités. Donc je dirais des qualités physiques, tout ce qui est souplesse, coordination, de l'endurance, des qualités artistiques, donc le rythme de la musique, l'expression artistique et la présence scénique, et des qualités mentales aussi. Donc tout ce qui est concentration, persévérance, la discipline. Voilà, ça s'approche un peu de la gymnastique artistique, sauf que vous avez un bâton, quoi. Voilà, c'est ça. Par contre, physiquement, mesdemoiselles, ça demande quand même un entraînement de gym, quoi. Ah oui, et du cardio aussi. Ouais, du cardio, d'accord. Donc vous êtes coach. Qu'est-ce qu'un coach de twirling? Notre travail, c'est de transmettre aux athlètes les mouvements techniques, la discipline. Chaque mouvement a une technique particulière. Et après, c'est de pouvoir monter des chorégraphies pour les amener au championnat. Lauride? C'est ça, et dès que les chorés sont montés, on fait le suivi sur toute l'année, on essaye de les perfectionner et les aider au mieux, que ce soit au bâton comme à la gym et dans l'expression théâtrale aussi, du visage notamment. Il y a des mouvements, c'est des mouvements un peu comme en gym qui ont des noms, ça donne des points. Comment ça marche? C'est ça, il y a 3 catégories de mouvements, il y a les lancers. Lancer, on dit bien lancer du bâton. Je précise ça. pour l'auditeur, Oui. parce que on lance un bâton, il y a une technique de lancement. Oui, il y a D'accord. plusieurs techniques différentes. Et en dessous le bâton, il y a des mouvements de gym ou des tours. Après, il y a une autre catégorie qui s'appelle les roulés. Donc, c'est plus le bâton est plus collé au corps. Et après, les maniements. Donc là, ça peut être aussi bien des lancers où on fait des tours en dessous, ou des mouvements qu'on attrape en dessous de la jambe, ou dans des acrobaties. Et c'est toujours avec le bâton. C'est-à-dire que le principe même de ce sport, c'est qu'on est avec ce bâton et on joue avec ce bâton. C'est ça, oui. Et donc, bien évidemment, s'il tombe, ça fait des points en moins. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, et alors, c'est en individuel. Comment ça se passe la compète? C'est individuel? On peut faire en solo, en duo, en équipe ou en groupe. Et on s'envoie le bâton. Il y a des jeux comme ça, non? Ouais, tout ce qui est duo, équipe et groupe. Alors, ça se passe en équipe aussi. J'ai lu ça quelque part. Donc, ça veut dire que vous êtes plusieurs sur le tapis. Alors, c'est pas un tapis, c'est impraticable en fait. C'est un gymnase. On fait à l'intérieur du gymnase. On n'a pas de tapis. Donc, le sol, c'est le sol du gymnase. Ah oui. Alors, pour les rouler, tout ça, ça doit être un peu plus dur quand même. Surtout sur les accros. C'est pour ça qu'on travaille sur les tapis d'abord et après même le sol. Alors ça vient d'où ce sport, le twirling? On a un peu une idée de l'origine? Ouais, l'origine du twirling bâton, c'était initialement les États-Unis qui l'ont créé, ce sport, et qui a été aussi repris au Japon et arrivé en France dans les années 60, qui a été créé initialement dans les années 40 aux États-Unis. Qui peut pratiquer le twirling? Est-ce que c'est réservé à une catégorie de personnes ou est-ce que c'est ouvert à tous? Garçons, filles, parce que là j'ai plein de filles aujourd'hui, c'est très bien, mais est-ce que les garçons aussi sont attirés par cette discipline-là? Alors le twirling, il est ouvert à tout le monde à partir de 5 ou 6 ans en compétition. Après, il n'y a pas de limite d'âge. C'est principalement les filles qui en font, mais c'est ouvert à tous. Il y a quelques garçons quand même qui s'inscrivent. C'est pas une parité à 50-50 du tout, mais ça attire quand même certains garçons. Dans vos clubs, vous avez des garçons qui vous accompagnent, qui font aussi les compètes? Alors nous, non. Non, pas dans le nôtre. Oui, moi, oui. Voilà. Donc aussi, ils sont les mêmes pratiques, ils ont la même... Oui, la même chose. Après, ça se différencie sur l'artistique, en fait. Comment c'est structuré? Comment vous travaillez sur la ligue, enfin sur le comité régional? Donc c'est assez vaste, l'Occitanie. Comment ça se passe? Alors, c'est divisé en plusieurs comités départementaux. Donc, on a le comité départemental de la Haute-Garonne qui regroupe le Gers, l'Ariège, le 65 et la Haute-Garonne. Le comité départemental 82 et après le comité départemental du 46. Et après, on a un comité interdépartemental Languedoc-Roussillon. Donc chacun fait ses compétitions, il y a un regroupement pour le régional de temps en temps? Alors sur les départementaux, c'est séparé. D'accord. Et après, on se retrouve sur les régions. Et après, ça part en quart de finale, demi-finale et finale. Et après, ça s'appelle Hauts-France. C'est ça. Voilà. Donc il y a aussi, j'imagine, un championnat de France.
championnat d'Europe, championnat du monde. J'ai lu, mais vous avez arrêté si je me trompe, j'ai lu que la France était pas mal placée au niveau mondial. Oui, l'année dernière, on était première nation. Alors, il y a des filles de chez nous, non, qui sont dans ces équipes-là? On a eu les garçons. Les garçons. Les garçons qui ont été, alors, ouais. Très bien, il faut en parler aussi, c'est bien. Alors, combien il y a de clubs, à peu près, juste pour avoir une idée, grosso modo, sur la région? Sur la région, 42 clubs. Et ça fait à peu près 1800 licenciés. D'accord. Et on peut vous trouver à travers un site. Il y a des informations qu'on peut trouver. Je me tourne vers la communication. Là, il y a une manière si on veut faire du touring, on peut vous trouver quelque part. Oui, il y a le site officiel de la FFSTB qui en ligne. Vous pouvez retrouver selon les régions tout. Et puis sur le site de la Ligue et qui est aussi référencé, qui référence tous les clubs de la région. Donc on peut accéder dans un club, on prend contact avec vous et on peut rentrer, découvrir un club. Il y a des découvertes, il y a une manière de... Oui, il y a toujours des découvertes au sein des clubs. Et puis il y a aussi les clubs qui font leur propre promotion au sein de leur commune et de leur département. Pas plutôt commune, parce que département c'est un peu large, mais au niveau de leur commune, il y a souvent des forums d'associations en début de saison. Globalement, maintenant, il y a quand même une résonance. Il y a beaucoup de gens qui connaissent le touring bâton. Alors c'est vrai qu'ils assimilent, pour partie, les personnes l'assimilent aux majorettes, mais c'est plus le cas maintenant. Non, mais c'est pour bien que vous situiez votre discipline. Alors, est-ce qu'il y a eu des résultats sportifs sur le plan régional l'année dernière? Au niveau régional, on a quand même la chance d'avoir Yann Garrick, qui a été titré champion du monde, champion d'Europe aussi. Il est de la région, et ils sont 2 garçons de mémoire à être classés sportifs de haut niveau, avec... Lohan Antunes du club de Nègrepelisse. Alors, quels sont les résultats, les objectifs pour la 2025 au niveau de votre comité régional? Alors, le plus gros objectif, c'est de mettre en place un pôle régional, développer un pôle régional, pouvoir donner l'opportunité aux athlètes de se perfectionner et pourquoi pas, dans ces athlètes-là, trouver des athlètes qui deviendront athlètes espoirs pour entrer au pôle France plus tard. Parce qu'il y a un pôle France, mais il n'y a pas un pôle régional, en fait. Non, on est en train de le remettre en place. Comment ça se passe au niveau de ce développement à long terme? Il y a ce pôle, mais derrière, est-ce qu'il y a d'autres choses de prévues? Alors pourquoi pas? Alors à l'époque, on créait des équipes régionales pour partir en Coupe du Monde. Pourquoi pas remettre ça en place pour pouvoir donner l'opportunité à certains enfants qui, dans les clubs, ne peuvent pas participer à ces Coupes du Monde ou ces Coupes d'Europe. On revient sur les clubs. Vous accueillez des jeunes de tout âge. Comment ça se dispatche au niveau de l'entraînement? J'imagine que tout le monde ne peut pas s'entraîner en même temps. Comment vous faites? Alors nous, on accueille les enfants à partir de 5 ans. D'accord. Donc ils sont répartis sur plusieurs catégories. Donc on a un groupe loisir qui pratique le touring bâton, mais uniquement en loisir et sans pratiquer les compétitions. Et après, les enfants sont répartis par catégorie d'âge et de niveau. Et on essaie de répartir les entraînements pour qu'ils puissent avoir chacun un temps bien défini pour travailler la chorégraphie et les mouvements. Donc c'est bien différencié quand même. Oui. On a plusieurs créneaux dans la semaine pour différencier aussi les solos, les duos et les équipes. Ouais, je suppose que ce n'est pas forcément la même chose, bien sûr. Ouais, attention, prendre le bâton dans la figure aussi, il faut se répartir sur le terrain. Oui. C'est des gymnases, donc vous réservez des gymnases, ça se passe comme ça? Oui, c'est des gymnases communaux et on a plusieurs créneaux selon les disponibilités et après on répartit nos athlètes sur les créneaux qui nous sont dédiés. Et vos jeunes, c'est des jeunes par tradition parce que papa, maman a fait. Comment ça marche un petit peu? Est-ce qu'il y a un recrutement? Quel est votre style de recrutement en fait? En réalité, il y a 2 catégories. C'est vrai qu'il y a des enfants qui sont issus de familles où il y a eu des pratiquants. Et après, il y a des enfants qui viennent sur les clubs et qui ne connaissaient pas forcément la discipline. Et alors, c'est un sport en général, quand ils arrivent et qu'ils s'accrochent, quand ils accrochent à cette discipline, en réalité, ils ont du mal à s'arrêter. Ou soit ça plaît, soit ça plaît pas. De toute façon, il n'y a pas de juste milieu au niveau de cette discipline. Et alors, justement, on va en arriver aux compétitions. Comment ça marche une compétition? Comment c'est organisé? Donc, il y a une table de jury. Et après, donc on reçoit un ordre de passage, c'est par catégorie. Et après, il y a les différentes filières aussi. La filière nationale 3, la filière nationale 2, la filière nationale 1 et N1 élite aussi. Donc après, ça se répartit, ils passent devant, un par un, ou par duo, ou par équipe. C'est tout seul devant le public. Et donc, il y a un système de qualification avec qui va en quart de finale, demi-finale ou pas? Non, il y a une élimination. Comment ça fonctionne? Alors, sur le National 3, ça fonctionne par élimination. Sur le moment, on sait qui est sélectionné sur la catégorie, le jour même. Et tout ce qui est National 2, N1 et N1 Elite, c'est sur la moyenne au niveau de la France.
Donc ça, on le sait la semaine d'après en Et général. ça, c'est souvent, vous avez des compétitions régulièrement? Comment vous les entraînez, vous les emmenez en compétition? Les compétitions elles démarrent en général à partir de janvier et ça peut aller jusqu'au mois de juin si on va à la finale. Et après, on peut se déplacer un peu partout. C'est assez varié selon les années. C'est selon les clubs qui organisent les championnats. Ça peut être plus ou moins loin. C'est prenant quand même alors. Oui. Pour les coachs, vous Oui. êtes vraiment concentrés sur... Et vous avez des espoirs dans vos jeunes là qui font des résultats un petit peu? Vous avez quelques... Oui. Oui? Quelques-unes, oui. On pourra venir nous en parler à ce moment-là. Alors justement, question pour terminer un petit peu, quels conseils vous donneriez à des jeunes qui souhaitent découvrir le touring bâton? C'est compliqué à répondre, mais c'est vrai que la problématique qu'on a, c'est l'image des majorettes qui perdurent. Alors attention, il n'y a rien de péjoratif sur le cas des Mais ça se majorettes. passe que des majorettes viennent au touring quand même? C'est souvent le cas. Ouais, C'est c'est souvent ça, le cas. c'est- Ils ont basculé souvent de la majorette. Il y a beaucoup de clubs qui étaient issus de clubs majorettes qui finissent en club de touring. Après, c'est vrai qu'on a un peu plus de mal à tirer la partie masculine parce que c'est vrai que c'est quand même apparenté à un sport féminin, ce qui n'est pas forcément vrai parce qu'on le voit pour la majorité des garçons qui pratiquent ce sport, c'est plutôt des sportifs plutôt de haut niveau et qui ont des très très bons résultats, voire même au-delà des filles. Alors justement, un dernier mot chacune, un petit peu sur comment on pourrait attirer un peu plus de monde. Céline, comment tu vois ça? Peut-être organiser plus de démonstrations. C'est-à-dire qu'il faut montrer la discipline qui a ouais, besoin voilà. de visibilité, en fait, c'est ça que tu dis. Ouais. Je pense. Victoria, un petit mot pour finir. Nous, on utilise pas mal les réseaux sociaux pour promouvoir la discipline. Voilà, c'est une discipline qui est complète. Et Qui est esthétique, qui est très c'est jolie ça. à regarder, c'est sûr Qui que... est physique. Ouais, il y a des images, ouais, là, tout à fait. Alors, je parlais de la comparaison avec la gymnastique artistique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes et que vous n'avez pas de... Je pense qu'il faut effectivement jouer sur cet aspect-là. Laurine, qu'est-ce que t'en penses? On fait aussi beaucoup de représentations au sein de notre ville et ça attire vachement les enfants des écoles notamment. Après, ils se passent le mot et ils veulent venir faire comme les copines, donc c'est souvent comme ça qu'on Par les recrute. écoles, on peut effectivement toucher ça. du monde. Alors ça se passe de village en village ou en ville, c'est un peu le principe. Bah, c'est tout ce qu'on va vous souhaiter. En tout cas, merci d'avoir osé pousser la porte de l'émission Ici on parlait de sport et de venir nous voir. Nous, on est contents de vous avoir reçus. On vous dit que la porte est ouverte et vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Bonne continuation pour tous vos projets. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci. Merci. C'est la mi-temps, retour vestiaire et on se retrouve dans quelques instants avec notre invitée Jessica Chavanne. Le sport, c'est bien plus qu'un jeu. C'est une passion qui se vit sur le terrain et dans les tribunes. Encourager son équipe, vibrer ensemble, c'est ça l'esprit du sport. Mais insulter l'adversaire, contester un arbitre, faire preuve de violence, non, ça ce n'est pas du sport. Que ce soit sur le terrain ou en tribune, le respect est la règle d'or. Le vrai champion, c'est celui qui respecte ses coéquipiers, ses adversaires, les arbitres et son sport. Respectez mon sport, parce qu'avec du respect, le sport est plus fort. Et si on parlait de sport? Deuxième mi-temps. Et voilà, retour dans l'émission Et si on parlait de sport dans cette deuxième mi-temps. Et nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Jessica Chavanne, qui est une athlète exceptionnelle du monde du jet ski, championne du monde 2023, vice-championne du monde 2022 et 2024 dans la catégorie ski GP1 Ladies. Elle nous expliquera ce que ça veut dire. Elle est monitrice aussi, présidente de l'association Dreamjet 99 et coach mental. Elle nous partage son parcours et sa passion pour ce sport extrême. Bonjour Jessica. Bonjour Laurent. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et tu vas nous parler de ce sport, le jet ski, qui en fait, moi j'étais resté sur le jet ski du bord de la plage, quoi. On prend le jet ski et puis on s'en va. Mais alors je me suis rendu compte que ça partait à des vitesses fantastiques. Est-ce que tu fais? D'abord, tu vas nous parler un petit peu de toi, quelques mots sur qui est Jessica Chavanne. Jessica Chavanne, c'est une sportive de haut niveau aujourd'hui, qui est double championne du monde sur le tard et qui est aussi donc coach mental et qui n'est pas coach mental par hasard, puisqu'en fait c'est le sport qui m'a amenée à développer ce côté-là de moi. Donc voilà, j'ai fait beaucoup de métiers avant tout ça. Ce que j'aime bien dire de moi, c'est que je suis un petit peu l'exemple de tout ce qui ne se fait pas, c'est-à-dire d'être sur le tard dans le haut niveau et d'être dans un sport masculin en tant que femme. Donc voilà. Sur le tard, n'abuse pas quand même, hein, faut pas. Voilà. Mes concurrentes pourraient être mes filles en fait. Donc, Oui.
Mais en fait, tu es quand même championne du monde, donc tu es quand même devant elle. Oui. Comment tu as découvert le jet ski et qu'est-ce qui t'a poussé à t'es motivé dans cette passion? Alors moi, c'est arrivé un petit peu par hasard parce que mon grand-père s'occupait d'une base nautique quand j'étais petite à Caser, à quelques kilomètres d'ici. Donc j'étais un petit peu dans les bateaux, les choses comme ça. Et puis un jour, une fille est venue avec un jet normal, celui que tout le monde connaît, le jet assis, le runabout comme on appelle. Et j'ai essayé, je me suis dit... Waouh, c'est quand même pas mal ce truc. Et comme je travaillais déjà à mes 19 ans, j'ai dit à papa, vas-y, fais-moi un crédit et je te payerai tous les mois. Je me suis acheté un jet, donc j'ai fait du jet comme ça pour le loisir pendant 1 an. Tu as passé le permis aussi quand même? Bien sûr, à 14 ans, j'ai eu une dérogation. J'avais déjà mon permis puisque je conduisais des bateaux, vu que c'était un club, donc je conduisais pour le ski nautique en fait. Après, ce qui s'est passé, c'est que au bout d'1 an, je me suis très très vite ennuyée sur un jet assis et j'ai vu qu'il y avait du jet à bras qui existait. Je voyais déjà les courses, j'étais, on va dire, très subjuguée par tout ce que je pouvais voir sur les vidéos et tout ça. Et j'ai dit, écoute Jess, revends ton jet. Et j'ai acheté un jet à bras sans connaître personne, en apprenant toute seule. Et j'ai commencé à me prendre de passion pour ça petit à petit, sans l'avoir prévu, quoi. C'est souvent perçu comme un sport loisir d'été, hein, comme je disais tout à l'heure. Mais il s'agit véritablement d'un sport de haut niveau. Et qu'est-ce qui fait du jet ski cette discipline exigeante en fait? Alors déjà, il faut savoir qu'il y a différentes catégories dans le jet ski. Donc il y a le jet assis que vous connaissez tous, qu'on voit au bord des plages, mais qui en compétition, c'est des machines de plus de 600 à 800 chevaux, donc qui ont des vitesses d'accélération plus fortes que des Formule 1. Donc c'est des puissances de dingue. Moi, ce que je fais, c'est du jet à bras. Donc c'est-à-dire, il n'y a pas du tout de choses fixes. En fait, on est un véritable amortisseur en tant que corps, en tant qu'humain dessus, et chaque position, chaque virage, on doit changer de position, donc ça demande une capacité cardiovasculaire et une capacité musculaire très importante en fait, donc ça demande une préparation physique vraiment millimétrée. Il faut savoir qu'on prend de 0 à 115 km/h en moins de 4 secondes et le freinage est tout aussi violent, donc voilà, on a besoin d'être bien préparé pour ça. Alors, comment est structuré, on va revenir un tout petit peu sur ce sport qui est un petit peu méconnu en tant que discipline de sportive. Comment c'est structuré en France et quels sont les formats de compétition les plus courantes? Alors, en fait, on a des courses d'endurance. Donc ça, c'est surtout sur le runabout, le jet assis. Et on a des courses de vitesse où il y a du runabout et du jet à bras comme moi je fais. Donc sur les courses de vitesse, comme je peux faire, en fait, c'est un circuit de bouée. Si les gens connaissent le motocross, ça pourrait se comparer un petit peu au motocross puisqu'en fait, on a des circuits à respecter, donc on part tous en ligne en même temps pour arriver sur la première bouée, on va dire, donc c'est là où souvent ça peut faire un petit peu mal, et le but c'est de respecter le circuit et d'aller au plus vite possible et de faire des dépassements, etc. Donc ça dure à peu près, chaque course dure 20 minutes, on en a plusieurs sur un championnat en fait, enfin sur une course d'un week-end. On a du championnat régional, championnat de France, championnat d'Europe et championnat du monde. Donc on a des formats différents entre... on va dire que le régional et le national se passent de la même manière. Par contre, dès qu'on commence à rentrer en championnat d'Europe et championnat du monde, on a des formats qui sont plus longs, où ça dure souvent entre 5 jours de Grand Prix. Juste pour avoir une idée, en accélération, première bouée à fond, c'est à combien? Moi, mon jet, par exemple, le jet de course que j'ai actuellement, c'est un 1600 cm3 qui développe plus de 200 chevaux pour 240 kg. Donc on est à peu près, moi, le maximum que j'ai eu pris jusqu'à aujourd'hui, c'est 123 km/h. 123 km/h, du coup, que je prends extrêmement vite, puisque de 0 à 115, on prend en moins de 4 secondes. Et vous partez à combien, à peu près, en moyenne, sur la ligne de départ? Moi, en championnat du monde, je suis avec les filles. En championnat de France, je suis avec les garçons. Donc, quand on est avec les garçons, on est à peu près entre 18 et 22 sur la grille de départ. Donc, c'est énorme. Ça fait beaucoup, beaucoup de monde. Avec les filles, on est généralement entre 13 et 15. Ça dépend des saisons, en fait. Et donc, j'imagine que la chute peut arriver. Il y a un airbag comme en moto quand on voit les gars. Non, il n'y a pas de... Non, on a des protections, on a des dorsales, on a des combinaisons, des casques. Moi, je mets des protections au niveau des tibias aussi. Mais bon, voilà, après, quand on tombe, c'est moins violent que la moto, on est d'accord, parce qu'on tombe sur de l'eau. Mais la problématique qu'on peut avoir, c'est de se faire passer dessus par un jet. Donc ça, quand on tombe au départ, il faut savoir qu'il y a toutes les gerbes d'eau. Donc des fois, on peut passer sur quelqu'un sans s'en apercevoir et il y a déjà eu des morts en fait. Donc oui, il y a du danger quand même. Bon, on va pas faire peur non, du tout. Mais à partir justement de quel âge on peut commencer le jet ski en compétition? En compétition, c'est à partir de 14 ans. Il y a des dérogations qui sont signées. Donc là, aujourd'hui, avec la fédération, on essaye de travailler sur ce côté junior pour attaquer plus tôt. Parce que dans les autres pays d'Europe, ils attaquent beaucoup plus tôt que ça. Mais nous, c'est la réglementation avec le permis bateau qui nous gêne. Parce
parce qu'on est régi par le permis bateau. Donc aujourd'hui, on n'arrive pas à aller sur des compétitions en dessous de 14 ans, donc on est en train de travailler dessus à la fédération. Non, mais c'est pas si compliqué que ça, le permis bateau, peut-être pour rassurer les gens, non? Non, c'est pas du tout C'est compliqué. abordable. Oui, carrément, Voilà. c'est vraiment Donc, c'est ce qu'il faut abordable. dire, voilà. Exactement, c'est très facile d'avoir le permis bateau, oui, tout à fait. Alors, on va revenir un peu sur Jessica. Tu es arrivée à la compétition très tôt, mais tu as eu des débuts, on va dire, très difficiles. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce parcours semé d'embûches? Oui, alors moi, j'ai pas commencé très tôt la compétition. En fait, j'ai commencé le jet du coup à 19 ans. J'ai fait peut-être 2-3 courses régionales avec les petits moyens que j'avais sur peut-être 6-5 ans. Donc, je savais que j'avais du potentiel, mais j'avais pas les moyens de m'exprimer, on va dire. Et à mes 28 ans, j'ai rencontré des personnes qui m'ont fait confiance et qui m'ont dit Jess, on monte une équipe, on aimerait bien que tu viennes avec nous. Donc là, ils m'ont financé les transports, etc. Donc j'ai pu faire pendant 4-5 ans, moins que ça, 3-4 ans, l'intégralité des championnats de France et quelques manches d'Europe. Donc j'ai commencé à faire un petit peu de résultats. J'aurais pu faire mieux parce que j'aurais pu optimiser certaines choses, mais ça on pourra en parler plus tard. Et ensuite j'ai une très très grosse blessure à l'épaule et puis les difficultés financières qui m'ont obligée d'arrêter jusqu'au moment où j'ai rencontré mon compagnon d'aujourd'hui, ça fait donc 8 ans et demi, et qui est passionné, lui c'est un ancien pilote de moto. Et on a commencé à se prendre un petit peu au jeu et surtout j'ai un gros sponsor qui est arrivé à ce moment-là, mon premier gros sponsor qui m'a acheté un jet tout neuf parce que jusqu'à ce moment-là j'avais un jet qui avait 16 ans, donc c'était un peu une poubelle, hein, donc je pouvais pas me battre avec ça. Et quand j'ai eu ce jet neuf, en fait ça faisait déjà 2 ans que je naviguais avec mon compagnon et on a dit si on tentait d'aller un petit peu plus loin, et ça a commencé à payer. Et c'est là où on s'est pris au jeu. Maintenant, ça fait plus de 8 ans qu'on est sur le circuit mondial et jamais j'aurais pensé avoir 2 titres de championne du monde. Et 3 titres de vice-championne du monde. Et même l'année dernière, j'ai été élue athlète internationale de l'année au milieu des hommes et au milieu des catégories, donc au milieu du bateau, au milieu du jet et tout ça. Alors chapeau, bravo pour ce parcours, donc c'était une superbe ascension. C'est intéressant, sachez que ceux qui écoutent, voyez, notre Jessica, elle s'est battue et elle a réussi, bravo à toi. Alors quels sont les prochains grands rendez-vous, Jessica, internationaux, et qu'est-ce qu'on peut attendre de l'évolution de ce sport ? Alors, les prochains rendez-vous internationaux seront au mois d'août en Indonésie. Donc, on a 4 dates prévues pour le championnat du monde. Donc, on aura l'Indonésie, le Qatar, on aura l'Italie et aussi la Sardaigne. Donc, nous, on veut un retour de ta part si tu es championne du monde, même si tu veux pas. J'espère. J'ai raté le titre de pas grand-chose pour une pompe à essence l'année dernière. Donc, je compte bien prendre ma revanche. On prend note au mois d'août. On te passera un petit coup de fil là-dessus. Donc, voilà, continue. Non, je t'ai coupé, mais c'est important. On va suivre ta carrière parce que je trouve que le parcours est passionnant. Merci. Juste, c'est de montrer même quand on nous dit que c'est pas possible, en fait, quand on a vraiment la passion au fond de soi, on peut vraiment arriver à faire des grandes choses. Et aujourd'hui, on est toujours en recherche de budget. On ne sait pas comment on va faire, mais on est tellement dans la persévérance qu'on sait qu'on va arriver à faire notre saison. Et c'est tous les ans comme ça. Et pour autant, chaque année, on augmente notre matériel, on augmente nos résultats. Donc, je pense qu'il ne faut pas partir défaitiste et vraiment mettre les moyens en place pour arriver à faire ce qu'on aime, en fait. Oui, parce qu'en fait, le véhicule est important. Le jet ski, c'est important d'avoir... Parce que là, on n'est pas comme en Formule 1. Il y a beau avoir une écurie, il faut quand même du matériel adapté. Mais on a quand même des règles, j'imagine, au niveau de chaque... Il y a des choses à respecter au niveau des jet skis. Tout à fait, il y a des règles techniques. Donc moi, dans la catégorie où je suis, c'est la plus grosse catégorie. Donc on a quasiment l'autorisation de tout. Mais il faut savoir que oui, là, Laurent, tu parlais d'équipe. Moi, je fais tout toute seule avec mon compagnon qui est mon team manager, mon mécano. Enfin, voilà. Bon, donc, on le salue, bravo, bon courage. Donc il mérite vraiment, il est autant investi que moi et on n'est que 2 à faire là où d'autres sont entre 5 et 10. Donc voilà, c'est un investissement... de tout, argent, temps, énergie. C'est 8 ans qu'on n'a pas pris de vacances. Donc, les cernes, elles sont là pour quelque chose. Ouais, je vais dire, mais jet ski au bord de la plage et tout. C'est facile, ça va, c'est des vacances, oui. Alors, quelle évolution on peut attendre sur ce sport en lui-même ? Qu'est-ce qu'on peut attendre en termes de développement ? Peut-être plus grande reconnaissance par rapport au grand public, je parle. Oui, au grand public. Déjà, ça fait moi, donc je fais partie de la fédération, je suis représentante des sportifs de haut niveau. On est arrivé à avoir le statut sportif de haut niveau. Je me suis battue pour ça pendant quelques années. Donc là, ça fait 3-4 ans que nous l'avons et je me bats pour qu'on le maintienne parce qu'il y a des
règles au niveau du sport de haut niveau qui ne sont pas correspondantes pour les sports mécaniques. Donc là, on est en train de faire des lettres. J'ai rencontré la ministre des Sports aussi par rapport à ça. Donc déjà, ce côté-là. Et côté on va dire grand public, moi, avec l'association, j'essaye aussi de faire pas mal d'initiatives au niveau des initiations avec les enfants. Avec les gens, c'est pareil. J'interviens dans beaucoup de podcasts, dans des émissions, des choses comme ça. Justement, c'est la question que j'allais te poser. Tu es également monitrice et présidente de cette association Dream Jet 99. En quoi consiste en fait ton engagement au sein de cette structure ? Alors en fait, moi, c'est une association, c'est une structure. Par contre, je n'ai pas de lieu on va dire fixe. Donc moi, je m'entraîne à Jet School Muret. Donc avec Jet School Muret, souvent, on fait des initiations, on fait des choses comme ça. Donc moi, mon but, c'est vraiment de promouvoir mon sport et aussi de faire. J'ai des pilotes aussi qui viennent en session de perfectionnement de pilotage. Donc moi, mon but, c'est de transmettre mon savoir, mais aussi de défaire les idées reçues. Je me bats aussi beaucoup pour ça parce qu'on parle beaucoup de pollution ou des choses comme ça. Il faut savoir que le lac où je m'entraîne à Muret, c'est l'eau la plus pure de la région. J'ai les résultats du CNRS. Et il faut savoir, par exemple, à Saint-Jory, pas très loin d'ici, c'est normalement un lac de baignade qui va être interdit à la baignade cette année, justement parce que l'eau est stagnante. Donc voilà, j'essaie vraiment de montrer qu'il y a beaucoup d'idées reçues. Tout à l'heure, on parlait de curling bâton en disant oui, on imagine des majorettes. C'est pareil, dans le jet ski, il y a énormément. C'est du facile, il n'y a pas de physique, ça pollue. Tout ça, c'est des idées reçues et j'essaie vraiment de me battre contre cette chose-là, en fait. Alors, ça peut attirer des motards finalement. Parce Tout que à fait. C'est quand on aime la moto, là, on est sur l'eau, mais il y a le principe du motard quand même. Exactement, et surtout le jet à bras. En fait, il y a beaucoup de pilotes de motocross qui viennent sur le jet à bras parce qu'ils disent qu'ils retrouvent les mêmes contraintes et que c'est encore un petit peu plus physique même, et surtout avec moins de risques de blessures. Donc oui, carrément, les motards se retrouvent totalement dans le jet ski à bras, oui. Donc voilà, le message est lancé, les motards, si vous avez envie d'essayer le jet ski, Jessica, elle vous invite à venir faire des démonstrations et voir comment ça se passe. Vous faites aussi partie de la commission sportive de haute performance de la Fédé ? Oui, tout à fait. C'est quoi ce rôle de... Eh bien, en fait, je suis représentante des sportifs de haut niveau de la fédération. Donc, justement, mon but, c'est d'essayer de professionnaliser ce sport au travers les avantages aussi que les sportifs de haut niveau peuvent avoir, mais aussi, comme je disais, au niveau de la communication. Aujourd'hui, ce sport fonctionne un peu trop comme de l'amateurisme parce qu'on n'a pas les outils nécessaires aujourd'hui. Donc moi, je sais que j'essaie de faire des partenariats avec les CREPS, les choses comme ça. Je vais moi aussi m'entraîner dans des endroits qui sont vraiment dédiés au sport professionnel, et j'essaie vraiment d'amener cet aspect-là dans notre sport, ce qui n'est pas chose facile et qui prend pas mal d'inertie, mais voilà, c'est quelque chose qui est important pour moi. En tout cas, on sent la passion. Je vais faire un petit passage sur ta carrière sportive d'une part, mais tu es aussi coach mental et formatrice en performance avec ta société Propulsion Mentale. Quelques mots rapides, mais sur ça, parce que je pense que les deux sont liés. Tu me le disais tout à l'heure. Tout à fait, les deux sont liés. En fait, en 2019, je suis arrivée pour la première fois en championnat du monde complet. Et je me suis sentie très très mal parce que je me sentais pas légitime. J'étais au rêve de ma vie. J'étais à l'endroit où je rêvais d'être. Et j'ai perdu tous mes moyens. Donc, Le stress, le manque de légitimité, des choses aussi qui n'étaient pas réglées de mon passé, que je pensais avoir réglées, qui sont ressurgies à ce moment-là. Et du coup, je me suis dit, je vais me former en préparation mentale. Mais la préparation mentale m'a pas aidée. J'ai trouvé d'autres solutions. Et en fait, c'est simple, en 3-4 mois, je suis passée de 12e mondiale à championne du monde. Et en fait, mes résultats n'ont fait que progresser. Et j'étais pas prévue pour être coach. Et je me suis épris de passion autant pour le coaching que pour mon sport. Et maintenant, c'est deux choses qui, pour moi, sont intimement liées. Et je me régale à accompagner les sportifs, les entrepreneurs ou même des personnes qui ont tout simplement envie de se débarrasser des choses qui leur pèsent. Pour moi, c'est une réelle inspiration. On aura l'occasion de te recevoir dans une prochaine émission parce que je trouve que propulsion mentale, le jeu de mots est sympathique parce qu'on sait que la propulsion en jet ski, c'est important. Exactement. Il faut savoir démarrer. Tu as tout compris. Voilà, donc c'est un petit côté clin d'œil. Moi, j'ai une dernière question à te poser. Quel conseil tu donnerais à un jeune passionné ou une jeune, parce que effectivement les deux sont compatibles, qui rêve de se lancer dans cette compétition au-delà de ton parcours à toi? Aujourd'hui, j'ai envie de me jeter dans le jet ski. Comment je fais? Par où je démarre? Voilà. Est-ce que j'appelle Jessica? Peut-être pas, non, mais... Oui, j'ai des fois des jeunes qui m'appellent justement pour demander conseil, mais déjà une des premières choses que je vois, ça je l'ai vu aussi à travers des jeunes qui sont dans la moto, c'est que souvent
Aujourd'hui, il peut y avoir ce côté chez les jeunes qui ont les choses plus facilement. La première chose à aller voir avant de se lancer en compétition, c'est d'aller voir le prix à payer de ça. Parce que des fois, on peut juste voir le côté paillette qu'il peut y avoir au travers tout ça. Sauf que derrière ça, il y a toute une réalité qui n'est pas visible. Donc c'est déjà, est-ce que la personne, en tout cas, est-ce que le jeune est OK de se donner là-dedans? Sinon, il ne va pas tenir dans le temps. Ça, c'est la première chose. Et surtout, après, la chose très importante, c'est de garder la connexion de plaisir. Bien sûr, il y a une assiduité à avoir, mais à travers cette assiduité et ces moments qui peuvent parfois être pas faciles, c'est aussi aller y trouver du plaisir pour garder le sens de pourquoi on fait le sport et de pas relier ce sport à uniquement vouloir un résultat. Il faut aimer se jeter à l'eau. Exactement. En tout cas, merci Jessica pour cet échange passionnant dans cette émission Et si on parlait sport. On te souhaite beaucoup de succès pour la suite de sa carrière qui n'est pas terminée. Et puis tu es bien sûr la bienvenue dans l'émission. On a pris date qu'au mois d'août, tu te lançais encore dans le championnat du monde. On espère que tu ne nous oublieras pas. On sera content d'annoncer les résultats dans l'émission. Merci à toi. Avec grand plaisir. Merci Laurent. Voilà, on se retrouve dans quelques instants pour la chronique sport et entreprise avec notre invité Laurent Tarin. Et si on parlait de sport, la chronique. Alors, nous avons cette chronique spéciale sport en entreprise. Nous allons parler des samedis sportifs de l'entreprise avec nous Laurent Tarin, qui est le président de la Ligue Occitanie de sport en entreprise. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Alors, merci d'être avec nous Laurent. Avant de se lancer sur ce projet que vous allez lancer, quelques mots sur ce qu'est cette Ligue de sport en entreprise et plus clairement, qu'est-ce que le sport en entreprise? Alors la Ligue Occitanie du sport en entreprise que je préside fait partie donc de la Fédération française du sport d'entreprise qui s'appuie sur ces ligues régionales pour développer le sport dans le cadre des entreprises. Alors on entend souvent parler de l'entreprise effectivement, mais ça s'adresse aussi aux collectivités territoriales, d'État, etc. À partir du moment où il y a des salariés ou des agents, on peut agir en leur proposant des différentes actions. Donc au niveau fédéral, il y a des dispositifs qui existent au niveau national, la formation, tout ce qui est jeux nationaux, jeux européens, jeux internationaux du sport d'entreprise. Et plus au niveau régional, nous, ce qu'on a, c'est qu'on a un calendrier sportif qu'on essaie de faire rayonner sur l'ensemble des 13 départements, et c'est pas toujours évident, et qui intègre pas mal d'actions que l'on organise nous en propre ou des actions partenaires, des événements partenaires sur lesquels on s'est greffé parce qu'ils avaient soit ils voulaient monter un challenge entreprise et ils nous ont appelés effectivement pour animer ce challenge entreprise. C'est le cas par exemple des 20 km de Montpellier où ils ont lancé l'année dernière effectivement ce challenge entreprise. Alors je précise bien, les entreprises qui veulent créer ça à travers leur comité d'entreprise ou c'est directement avec les dirigeants, comment ça se crée ce sport en entreprise? Est-ce qu'il y a une structure particulière dans l'entreprise? Alors, il y a tous les cas de figure. Déjà, toutes les entreprises n'ont pas de CE ou CSE. Donc, les petites entreprises, ça sera plutôt les dirigeants ou une équipe au sein de l'entreprise qui va prendre le lead sur la partie sport. Pour les entreprises un petit peu plus structurées, effectivement, il y a le CSE qui joue ce rôle-là ou carrément des associations sportives dans l'entreprise. C'est le cas d'Airbus, par exemple, pour les citer. Qui ont plusieurs sections sportives en interne et qui effectivement s'inscrivent à tel ou tel sport en fonction de leur discipline. D'accord. Alors justement, vous avez lancé avec votre équipe de la Ligue et puis votre partenaire Sportivité, c'est ça avec André Lafenêtre, vous avez lancé le projet. Tout à fait. Les samedis sportifs de l'entreprise. C'est quoi cette histoire? Alors c'est l'année dernière, on a organisé les premiers Jeux régionaux à Toulouse du sport d'entreprise où on avait environ 80 participants. Autour de 3 sports, c'était le beach volley, le basket 3-3 et la pétanque. Et avec André, donc de Sportivité, on s'est dit que ça serait sympa de multiplier ces actions sur 2025 et de créer un vrai circuit avec un fil rouge de sport d'entreprise à peu près sur le même modèle que ce qu'on a fait les Jeux l'année dernière, c'est-à-dire un samedi par mois à partir d'avril. On oublie le mois d'août évidemment, mais sinon un samedi par mois où on propose au moins 3 sports sur le même modèle, c'est-à-dire qu'on va favoriser au travers des sports qu'on va proposer de la mixité sur les sports.
et dans un objectif toujours de convivialité, de bonne ambiance. On n'est pas ici sur le sport de haut niveau, on est plutôt sur des sports qui sont accessibles à tous, et effectivement on va essayer de promouvoir tout un tas de sports au travers de 6 samedis. Et la dernière édition en octobre, en fait le 6e samedi, correspondra à la 2e édition des Jeux régionaux, et on retrouvera un petit peu plus que 3 sports sur ce samedi-là. Alors justement, quelles sont les disciplines qui seront mises à l'honneur ? Une petite idée pour appâter un peu les entreprises. Alors, Il n'y a pas de jet ski par hasard, non ? Non, il n'y a pas de jet ski. Peut-être on pourra l'envisager pour l'année prochaine. Sur le premier samedi, on va voir tout ce qui est sport de raquette, avec évidemment le paddle qui a le vent en poupe. Mais on y a rajouté également une discipline qui s'appelle le pickleball, qui arrive en trombe en France. Et puis une petite animation paddle smash en fait qui est assez nouveau et qui permet de jouer de manière très ludique, un petit peu comme on pourrait faire du spikeball pour ceux qui connaissent, au travers d'un petit filet de 4 raquettes. On peut jouer facilement en 2-2 et c'est assez ludique. Ensuite on aura de la pétanque évidemment, on retrouvera le basket 3-3, on retrouvera le volley, le beach volley. On retrouvera également de la pelote basque. Et puis en juillet, on va avoir un samedi qui va se passer sur la base nautique du TASL, où on aura effectivement que des sports d'eau, mais alors pas motorisés pour le coup, mais voilà, on pourra envisager pour l'année prochaine. Donc voilà, on note, on en parle à Jessica. Alors, il y a l'aviron, j'ai lu, la yolette et le dragon boat. Dragon boat, ouais, c'est ça. Donc, c'est plus ou moins de rameurs, en fait. Ouais. Dragon boat, on va jusqu'à 15 rameurs. Hein. De mémoire, je ne suis pas spécialiste de la discipline, mais c'est ça. Et bon, puis ça sera spectaculaire, on se jette à l'eau quand même. Là, ouais, voilà. L'objectif, on s'est dit en juillet, il fait beau, il fait chaud, donc autant prévoir des sports d'eau. Alors, c'est un circuit de 6 étapes. Est-ce que tu peux nous donner des détails sur le calendrier et les lieux de compète ? Oui, bien sûr. Donc, évidemment, ce que j'ai pas dit, c'est que ce circuit cette année a lieu à Toulouse. L'idée, c'est de créer un modèle durable, reproductible chaque année, et pourquoi pas de l'exporter dans d'autres villes d'Occitanie, parce qu'on est la Ligue Occitanie, donc l'idée, c'est de pas forcément s'adresser qu'à Toulouse. Donc, sur le programme, le premier samedi a lieu samedi prochain, donc le 12 avril, à la Ligue Occitanie de tennis, avec les 3 sports de raquettes que j'ai cités tout à l'heure, le pickleball, le paddle et le paddle smash. Ensuite, deuxième samedi aura lieu le 17 mai sur la zone sportive des Argoulets, avec la pelote, de la pétanque et du basket. Troisième samedi, le 14 juin, c'est sur la zone du stadium. Il y aura du beach volley, du basket 3-3 et de la pétanque. Début juillet, donc le 5, sur la base nautique, avec effectivement l'aviron, la yolette et le dragon boat. Et le 20 septembre, ce sera au Biergarten à Purpan. Il y aura du basket 3-3, la pétanque et du beach volley. Et enfin, les Jeux régionaux auront lieu à l'Université Toulouse, à Toulouse, effectivement, le 11 octobre. On retrouvera au moins le beach volley, la basket, la pétanque, la pelote, mais il y aura sûrement d'autres sports. On va essayer de proposer au moins 6 sports sur cette édition des Jeux régionaux. D'accord, donc dans les lieux qui restent toulousains pour cette année. Et qu'est-ce qui peut participer ? On l'a vu tout à l'heure, c'est samedi. Comment ça se passe ? Alors tout le monde, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites partie d'une association, d'une entreprise, d'une collectivité, vous pouvez participer au travers de votre structure. L'idée, c'est d'avoir un droit d'entrée réglé par l'entreprise directement, qui est à 200 € pour le circuit. Et après, chaque samedi sera payant par personne, avec un tarif de 30 € par personne pour les licenciés FFSE et 40 € pour les non-licenciés. Qu'est-ce qui rend ces journées uniques et mémorables pour les participants ? On insiste vraiment sur la partie convivialité de ces journées. L'objectif sur ces journées-là, c'est de ne pas les bloquer sur toute la journée. Alors, on a un horaire qui est de 10h à 15h30 avec un repas à midi compris dans le tarif. Et l'objectif, c'est effectivement, au travers de différentes disciplines sportives, d'avoir à la fois de la bonne humeur, à la fois du challenge entre collaborateurs qui bien souvent deviennent des amis, de la communication et effectivement de la convivialité au travers de cette journée. Alors, quel est le fameux plan de communication pour cet événement ? Qu'est-ce que vous avez prévu pour faire parler de cet événement, le faire connaître en fait justement au niveau des entreprises ? Alors sur cette première édition, on a créé donc une identité graphique propre, avec effectivement les samedis sportifs de l'entreprise. Il y a un site internet qui est dédié, alors qui n'est pas encore en ligne, je crois, mais il va bientôt sortir.
Et donc toute la communication qui va autour de ça, avec des newsletters, des publications sur les réseaux sociaux, les newsletters de la Ligue, les newsletters de sportivité effectivement et de sport région qui sont co-organisateurs de ce circuit. Donc vous avez aussi des partenaires qui vont vous rejoindre sur cette opération. C'est la possibilité aussi à des partenaires de vous rejoindre pour soutenir justement ce type de projet via des entreprises. Alors pour l'instant on n'a pas eu le temps de traiter cette partie-là, mais c'est un projet effectivement où l'objectif c'est vraiment de faire venir des partenaires sur l'ensemble du circuit et ou sur chaque samedi. En fonction des sports aussi, ça peut intéresser tel ou tel partenaire. L'objectif, effectivement, c'est de créer, comme je disais, des partenariats qui sont sur le long terme, pas que pour 2025. On lance ça sur 2025, mais l'idée, c'est de grossir, de grandir ensemble avec nos partenaires sur le long terme. S'appuyer sur la dynamique du sport, comme on l'a vu avec ces Jeux Olympiques, peut-être que les relations inter-entreprises grâce au sport, ça peut être aussi quelque chose d'important pour l'ensemble des entreprises qui aujourd'hui ont besoin de solidarité. Je crois que c'est un peu l'esprit, la philosophie de ce que vous voulez mettre en place. Ouais, exactement. Enfin, c'est faire du sport ensemble dans l'entreprise. Ça permet déjà de décloisonner les niveaux hiérarchiques et de faire communiquer les personnes entre elles. Mais également, comme tu le dis si bien, faire de l'inter-entreprise permet aussi, au travers du sport, d'avoir des rencontres qui sont conviviales avant tout et qui permettent de se mesurer chacun à son niveau et sans forcément aller sur du haut niveau. Alors justement, un message un peu de passion, qu'est-ce que tu peux proposer aux entreprises qui hésiteraient encore à s'inscrire? Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour dire, allez, prenez le maillot, les baskets et venez? Tout est accessible, ça mobilise pas toute une journée. On est de 10h à 15h30 ensemble avec un repas hyper convivial entre midi et 2. C'est l'occasion de pouvoir échanger avec d'autres entreprises, des associations et également des ligues, puisque ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que on fait appel à des ligues ou des comités sportifs pour pouvoir animer les différentes disciplines avec nous. Voilà. Donc c'est l'occasion de vous retrouver à travers cette organisation. Où est-ce qu'on peut vraiment s'inscrire? Comment ça se passe? Juste dernier détail, il y a un site, il y a un numéro, il y a quelque chose qu'on peut noter. On va le noter nous sur le site Et si on parlait de sport, mais est-ce que toi tu as directement une information à donner? Alors pour l'instant il y a 2 points d'entrée, c'est les sites internet de la Ligue Occitanie ou le site internet de sportivité sport région, où effectivement vous avez toutes les informations dessus pour pouvoir vous inscrire sur ces différents samedis. On mettra les liens du coup comme proposé. Merci beaucoup Laurent pour cette présentation, une bonne organisation. On suivra bien sûr avec intérêt l'évolution de ces samedis sportifs de l'entreprise dans l'émission Et si on parle sport. On parlera des résultats et on annoncera bien sûr ce calendrier. Merci à toi Laurent. Merci Laurent. C'est la fin du match et tout de suite l'agenda de la semaine avec les grands rendez-vous sportifs. C'est la fin du match, tout de suite l'agenda de la semaine avec les grands rendez-vous sportifs. Et si on parlait de sport? Fin du match. Et oui, c'est la fin du match et de cette 96e émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda des sportifs. Et cette semaine, vous pourrez suivre donc à partir de dimanche jusqu'au 13 avril, dimanche 6 au 13 avril, du tennis avec le fameux tournoi ATP Masters 1000 de Monaco. Mercredi 9 avril, basket avec la Ligue des Champions, quart de finale, l'AEK Athènes contre Nanterre, basket femmes Euroleague, quart de finale avec Kurkurova Messin contre Bourges. Nous aurons aussi du hockey sur glace avec le championnat de France, division 2, demi-finale, tour 3 avec le deuxième match, Reims-Montpellier. Le jeudi 10 avril, basket Euroleague, Asvel contre Monaco. Alors Asvel contre Monaco, Paris contre Berlin. Vendredi 11 avril, volleyball avec Saforel Power 6, quart de finale Béziers contre Venelle. Rugby en Pro D2, la 26e journée, Aix-en-Provence affronte Béziers. Aurillac affronte Colomiers. Montauban affrontera Dax. En basket national 1 masculine, Toulouse contre Charleville-Mézières. Football Ligue 2, 30e journée, Rodez contre Caen. Handball, nous aurons Likimoli Star League, la 23e journée avec Montpellier contre Créteil et Paris Saint-Germain contre Toulouse, ainsi que Nîmes contre Tremblay. Samedi 12 avril, volleyball, Marmara Spike League, donc quart de finale avec Cannes contre Montpellier et Toulouse contre Chaumont. Il y aura aussi du rugby à 13 avec Sheffield Eagles contre Toulouse, Olympique 13. En football féminin, Arkema Première Ligue, 20e journée avec Guingamp qui sera opposé à Montpellier. En football toujours, mais chez les hommes, en Ligue 1, 29e journée, Toulouse affrontera Lille. En rugby,
Coupe des champions, Bordeaux-Bègles contre Munster et Northampton contre Castres. En Challenge Cup, Osprey contre Lyon et Connard contre Racing 92. Et n'oubliez pas non plus le sport en entreprise avec les samedis sportifs de l'entreprise, avec la première étape du circuit organisée sous l'égide de la Fédération française de sport en entreprise qui se déroulera à la Ligue Occitanie de tennis avec du pickleball, du paddle et du paddle smash. Voilà, ça c'est pour le samedi 12 avril. Et enfin le 13 avril avec le cyclisme, la fameuse épreuve de cyclisme Paris-Roubaix. Ne le ratez pas. Auto Formule 1 avec aussi le Grand Prix de Bahreïn, Sakir à Manama au Bahreïn pour les amoureux de l'automobile. Il y aura de l'athlétisme avec le fameux marathon de Paris, du football en Ligue 1, 29e journée. Angers affronte Montpellier. Et en rugby, Coupe des Champions, Toulon affrontera Toulouse pour les quarts de finale. Voici ce que j'avais à vous dire sur le programme à venir de cette semaine. Et au programme de la semaine prochaine, nous recevrons Didier Don, un homme au parcours bouleversant et inspirant. Il publie un livre intitulé « On ne lâche rien », un témoignage fort sur les blessures de la vie, les humiliations, le harcèlement, les violences, mais surtout sur la résilience, la reconstruction et la force intérieure de l'adolescent obèse à l'homme brisé par un burn-out. Didier a fait de chaque épreuve un moteur de transformation, un message d'espoir pour tous ceux et celles qui refusent de baisser les bras. Un récit puissant et humain est nécessaire. Et nous, on avait envie de parler un peu de Didier qui nous accompagne tout au long de l'année comme consultant. Merci Didier d'être présent avec nous la semaine prochaine. Et en deuxième mi-temps, nous partirons à l'aventure de Sandrine Champagne et Valérie Jiménez qui sont toutes deux passionnées d'automobile et qui s'apprêtent à relever un défi hors du commun. Le rallye des princesses Richard Mills. Un rallye 100% féminin mêlant élégance, compétition et dépassement de soi. Du 17 au 22 mai, elles parcourront 1600 km à travers la France, de Paris à Saint-Tropez en passant par Dijon, Annecy et Avignon. Mais au-delà de la course, c'est une véritable aventure humaine qu'elles vivent au service d'une cause qui leur tient à cœur, le sport santé, avec l'association Les Rubies, qui accompagne les personnes atteintes de cancer à travers l'activité physique. Elles nous parleront aussi de Women on the Road, une association dédiée à promouvoir le sport automobile auprès des femmes, et du film documentaire qui racontera leur périple de l'intérieur. Alors attachez vos ceintures, on embarque avec elles. C'est la fin du match et de cette 96e émission Et si on parlait de sport. Merci à Céline Archimbaud, Laurine et Victoria Rodriguez, José Rodriguez, Jessica Chavannes, Laurent Tarin pour votre participation dans l'émission Et si on parlait de sport. Merci bien sûr à vous les auditeurs qui nous suivent de plus en plus nombreux. Continuez à nous écouter et à partager sur les réseaux, de vous abonner à notre chaîne YouTube Et si on parlait de sport, un petit clic, abonnez-vous. Merci à nos partenaires LG Consultants, Samper Connect et notre partenaire informatique, l'agence Bellombra et Dialogue Sport pour votre contribution précieuse à la réalisation de cette émission. Merci de votre fidélité bien sûr et rendez-vous pour une nouvelle émission de Et si on parlait de sport la semaine prochaine.